Bienvenue à Talent au sommet, le podcast qui explore ce qui fait vraiment la différence dans un parcours vers le succès et la haute performance. Je rencontre des leaders et des athlètes pour échanger sur leur leadership, leurs leçons apprises et leurs conseils. Je suis Dani Trudel et mon objectif est de vous offrir des échanges riches qui vous invitent à voir votre parcours et votre leadership sous un nouvel angle, mais aussi à découvrir les secrets et l'inspiration contagieuse du dépassement de soi. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Valmy Ouellet, une femme au parcours aussi rare qu'inspirant dans le monde du soccer québécois. Valmy est une athlète accomplie, passionnée de sport depuis toujours et mère de 4 enfants. J'ai voulu explorer ce qui lui a permis de faire sa place dans un univers encore largement masculin, de bâtir une carrière en sport, ainsi que le style de leadership qu'elle incarne. Nous commencerons par sa perspective sur l'évolution du soccer ici et ailleurs, avec une attention particulière portée au soccer féminin. Ensemble, nous découvrirons comment elle inspire et transforme le soccer du terrain à la télé. Valmy Ouellet est analyste de soccer pour RDS Radio-Canada. Elle a occupé des rôles déterminants dans le monde du soccer, directrice technique de club, d'association régionale, adjointe au niveau provincial, entraîneur-chef au niveau élite, directrice et évaluatrice des cours provinciaux et mentor. Dans des organisations telles que le Club de soccer Pierrefonds, l'Association régionale du Lac-Saint-Louis, celle de la Rive-Sud, le Cégep John Abbott, Soccer Québec et la Fédération canadienne de soccer. Elle détient une licence binationale. Depuis plus de 25 ans, Valmy est au cœur de l'évolution du soccer, sur le terrain comme en coulisses. À travers ses analyses à la télé, elle donne aussi une voix forte aux femmes en sport. J'ai rencontré Valmy pour la première fois il y a quelques années lors du Sommet du sport de Montréal et je l'ai tout de suite abordée avec l'envie de collaborer. Je suis emballée de vous faire découvrir son parcours et sa vision. Bonne écoute! Bonjour Valmy, bienvenue au podcast Talent au sommet. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ben d'abord, Dani, je veux te remercier de m'avoir invité parce que vraiment, c'est fantastique. C'est un sujet qui m'intéresse et puis ça a l'air vraiment bien organisé ta plateforme et ton podcast. Merci beaucoup. Je vais commencer par te féliciter pour ta carrière impressionnante. Bravo. OK? Je n'étais pas partie pour avoir une carrière. On va pouvoir en discuter, mais je m'aperçois maintenant que oui, au fil des années, j'ai réussi à accomplir quelque chose de quand même intéressant. Moi, exceptionnel, on va le dire. Merci. Avant d'aborder ton parcours, comme tu as une expérience unique, j'aimerais te demander quelle est ta perspective sur l'évolution du soccer, peut-être au Québec, au Canada, mais aussi à l'international et peut-être plus particulièrement au féminin. Si tu me permets, je vais nous ramener vers l'arrière un petit peu. Je vais nous ramener, tu sais, aux années 90, début des années 2000 aussi, où est-ce qu'on a commencé les Coupes du monde pour les femmes. Donc en 91, tu sais, les premières Coupes du monde, et c'était à ce moment-là. Et il y a eu un engouement, je pense, des jeunes filles pour le soccer. Puis je pense la première réalisation de oh wow, nous autres aussi, on pourrait y aller, on pourrait avoir une Coupe du monde. Ça a eu comme effet en Amérique du Nord, puis surtout au Canada, où est-ce qu'on a une plus grande ouverture d'esprit pour que les filles fassent du sport. Ouais. Ça nous a permis de prendre une petite longueur d'avance, moi je dirais, au niveau international. Donc au Québec, ça allait bien, les filles s'inscrivaient, surtout dans les grands centres urbains, dans l'ensemble du Canada aussi, parce que, bon, faut pas oublier que le Canada, on est une nation d'immigrants, donc les gens viennent de la culture footballistique beaucoup partout à travers partout à travers le Québec, partout à travers le Canada. Et donc c'est ça, on a eu une petite longueur d'avance. Où est-ce que l'Europe ou des pays comme on peut voir en France, en Italie, allaient probablement nous rattraper? Là, je nous ramène un peu là, dans les années 2020. C'est que leur structure professionnelle était beaucoup mieux organisée que nous. Nous, encore, même du côté masculin, là, ça tarde à venir. Là. On a Oui. Toronto, on a Vancouver, on a Montréal, puis maintenant, évidemment, on a notre CPL.
Mais du côté européen, ils avaient les structures, ils étaient bien organisés, ils étaient bien conscients du développement des joueurs. Et une fois qu'ils ont accepté, dans leur esprit, que les filles et les femmes joueraient aussi au foot, je vais employer le mot foot pour eux autres, Oui. ben là, on a vu hein, la recrudescence. Ils ont quand même pas le membership qu'on va retrouver en Amérique du Nord, mais les joueurs, on regarde des équipes du Portugal qui sont montantes, des équipes de l'Espagne, les équipes de l'Angleterre, les Pays-Bas. Et je vais même mentionner le Pays de Galles parce que j'ai mon amie Rhian Wilkinson qui est une Québécoise, mais dont la mère était galloise, qui est partie entraîner là-bas et son équipe, elle vient de qualifier son équipe pour aller dans les championnats européens. Bravo. Donc, tu parles d'une longueur d'avance par rapport à l'accès ici, mais avec les structures professionnelles qui existaient déjà, ils ont un peu un avantage. Ben là, ils sont en rattrapage. Ils sont en train de se rattraper. Je pense que même qu'ils nous ont rattrapés. Ils n'ont pas le membership. C'est ça qui peut-être fait la Oui, différence encore en Amérique du Nord. C'est que, bon, aux États-Unis, le nombre de filles, de femmes qui jouent est plus élevé que partout ailleurs. Au Canada, quand même, on se défend bien. Mais la structure professionnelle, les jeunes filles qui peuvent rentrer jeunes, plus jeunes dans une structure professionnelle, et je parle une vraie structure oui, professionnelle, là, où est-ce qu'on les encadre au niveau physique, au niveau de la nutrition, au niveau du travail physique, au niveau de la concentration mentale, ben oui, ils ont une chance ils ont peut-être ils sont en train de nous rattraper, ben, ils ont la meilleure structure, c'est ce que je veux dire. Ils ont la meilleure oui, structure. oui, oui. Donc, il y a quand même aussi une plus grande possibilité aujourd'hui pour les femmes d'aspirer à une carrière. Oui, ben maintenant on a nos Roses de Montréal aussi, fait que je veux pas passer à côté de mentionner ça. Bravo, bravo à tous nos visionnaires. Bravo, ça va commencer par Diana Matheson au niveau Oui, national et international, mais bravo ici au Québec aux femmes de carrière, aux femmes qui sont dans des postes de leadership et qui sont venues chercher assez de gens, assez de commanditaires, assez de soutien pour partir l'équipe des Roses. Moi, je veux dire, quand c'est arrivé le premier match, là, oui, j'avais moi, ça faisait longtemps que j'attendais ça, fait ah que ouais. Je peux imaginer l'excitation et la fierté. puis ils ont fait une job. Moi, ce que j'adore du travail qu'ils ont fait, c'est qu'on n'est pas en train d'embarquer, de s'endosser sur l'équipe masculine. Hein. Ils ont leur propre stade, ils ont leur propre vestiaire, Oui, ils ont leur propre organisation. C'est fantastique. Je suis allée visiter les installations et ça, le chapeau. oui, Moi, c'est ça que j'aime. Moi, le copier-coller, là, ça commence. J'en ai vécu beaucoup du copier-coller oui. homme-femme dans le foot, là, puis bravo, bravo à l'organisation des Roses. Ouais, c'est vraiment super. Et maintenant, je passe à ton parcours. On va le reconnaître, tu es une pionnière dans l'univers du soccer. Je suis curieuse de savoir comment ça a commencé. Puis qu'est-ce qui t'a attiré vers cette carrière en soccer? On va le dire, dans un milieu qui est encore très masculin aujourd'hui. Ben, premièrement, il n'y a rien qui m'a attirée dans cette carrière parce qu'elle n'existait pas dans le fond, cette OK. carrière. Donc, j'étais une joueuse passionnée. J'ai grandi en Afrique, j'ai appris à jouer dans la rue avec les garçons. Je suis revenue au Canada, j'avais 10 ans. Puis ça commençait là, dans les clubs, les équipe de filles pleines, parce qu'il y a plein de joueuses qui en Europe ont dû jouer avec des garçons pendant longtemps, mais nous, on avait la chance, comme je l'ai dit, là, de tout de suite jouer les filles entre nous. Puis j'ai fait partie bon, de la première équipe du Québec, j'étais allée au premier camp national, donc il y avait cette passion de joueuse. Tu sais, j'en dormais, j'en mangeais, je veux dire, le foot, c'était vraiment ma passion. Et puis, un petit peu par hasard, j'ai eu la chance, quelqu'un a dit, ben écoute, est-ce que tu voudrais travailler avec l'équipe régionale? C'était le Lac-Saint-Louis, c'était le Lac-Saint-Louis qui m'a donné ma première chance, qui est ma région ici. Et je me suis engagée là-dedans et bon, mes parents sont professeurs d'université, donc j'avais un petit peu cette pédagogie, je pense, en moi et ça m'a permis de devenir entraîneur. Puis là, je me suis trouvé une nouvelle passion. Mais c'est vraiment par chance, là. Ils ont ouvert un poste au Lac-Saint-Louis, c'est moi qui l'ai eu. Après, je suis montée à la Fédé, ils avaient ouvert un poste comme adjointe, c'est moi qui l'ai eu, puis ça continue comme ça. Donc, c'est plutôt ma carrière qui m'a choisi Oui. et non moi qui ai choisi ma carrière qui il n'y en avait pas de carrière pour les femmes dans le foot à ce moment-là. Qu'est-ce qui te distingue par rapport à tous ces hommes qu'on voit encore aujourd'hui, qui a fait que tu as gravi les échelons puis qui t'a fait ta place?
Je pense qu'il y a 2 choses. Je pense que je suis une personne qui manque pas de confiance, là. Déjà, en partant, je pense que c'est un élément, je suis peut-être chanceuse dans ce cas-là aussi. Et l'autre affaire, c'est qu'il faut accepter. Donc, une de mes mentors, Sylvie Biliveau, elle m'avait appris que il faut comprendre l'environnement dans lequel on est. Il faut pas leur en vouloir, il faut pas dire ils pensent pas que je suis bonne, là, là, là. Il faut comprendre que dans l'environnement qui est masculin, comme tu l'as mentionné, on n'a pas de crédibilité au départ en tant Mhm. que femme dans le monde de foot, en tant qu'entraîneur, et il faut un peu leur montrer. Et si moi je m'offusque parce que ils veulent pas me donner la crédibilité en partant, c'est moi qui fais l'erreur en ce moment. Je Mhm. dis pas que je veux pas que ça évolue, là, je veux que ça évolue. Mais donc il fallait avoir cette résilience pour comprendre son environnement et dire ben puis moi c'est comme ça, j'allais donner des cours des fois, puis j'avais un groupe juste d'hommes, puis je veux dire j'étais dans un quartier italien par exemple, puis la veille j'allais voir qui menait au classement, puis je les voyais avec leur chandail Lazio puis Roma, puis je dis hey, Roma, qu'est-ce qui t'est arrivé hier 3-2, vous avez perdu, pas fameux. Puis là on commençait un petit peu à faire des échanges. Puis une fois que je commençais à parler ou je les amenais sur le terrain, là, ils pouvaient voir, ah ben oui, assez de quoi parle la madame est pas si pire. Mais si c'était un homme qui serait rentré dans le cours en partant, il y aurait eu une forme de crédibilité, Mhm. surtout s'il parlait avec un accent européen, britannique ou Ouais. quelque chose comme ça. Fait que je pense qu'il y a ces éléments-là. Il y a l'élément où il faut, si on est passionné, il faut accepter qu'il faut faire progresser notre passion vers ceux à qui on s'adresse. Puis il faut être patient, il faut. Ouais. Et dis-moi, selon toi, c'est quoi qui t'a aidé à te rendre où tu es aujourd'hui? Ou plutôt, c'est quoi ton secret, le secret de ton succès? Secret de mon succès. Euh, Ma très grande jovialité. Non, c'est, je pense que c'est vraiment, bon, premièrement, ça serait pas vrai de dire que j'avais pas un certain potentiel là, dans l'enseignement, Mhm. pouvoir enseigner. Puis un de mes succès, moi, c'est de comprendre un peu l'humain, comprendre l'environnement, comprendre l'humain, savoir comment il apprend, aller chercher des ressources pour devenir meilleur, ne pas croire là, qu'en partant, ben moi j'ai toutes les réponses, puis c'est les autres qui les ont pas. Euh, Puis sinon, je me l'explique pas nécessairement. Je cherche pas à me l'expliquer non plus. Moi, je sais que je fais ce que je pense qui est correct, puis je continue dans cette ère d'aller là, et puis ben, jusqu'à maintenant, ça m'a bien servi. Oui. Il y a un mot que je retiens, tu l'as dit à quelques reprises déjà, la passion, aimer ce que tu fais, mais il y a aussi un autre élément qui ressort pour moi, t'as pas utilisé ce mot-là, mais j'entends la rigueur aussi. Ouais, je pense qu'au début, j'avais beaucoup de rigueur, si on parle dans mon leadership. Donc, pour moi-même, parce que je me remets souvent en question. Je pense qu'une qualité qu'on a les femmes, Oui, qualité défaut, c'est qu'on n'a pas trop de difficulté à se remettre en question, à se dire, écoute, j'ai-tu bien fait? C'était-tu correct? Je peux-tu faire oui. mieux? C'est aussi le défaut parce que des fois, on le fait trop, puis on Hmm. se fait pas assez confiance. Donc, il Oui, faut faire attention avec cette histoire de se remettre en question, mais je pense qu'on a un avantage sur le genre masculin, c'est qu'on est capable de le faire. oui. Mais si je peux parler un peu de ma rigueur, elle était peut-être trop stricte, trop serrée, puis j'ai appris à l'amadouer pour qu'elle soit un petit peu plus ouverte. C'est un peu comme dire, tu sais, le feu, là, l'énergie du feu. Ben, c'était un Oui. feu de broussailles, c'est peut-être pas très, très, très utile, puis ça peut remettre le feu à la forêt, puis tout ça. Mais si tu as un feu dans l'ordre d'une cheminée, ben ça peut servir à réchauffer, ça peut servir à cuisiner, ça peut servir à regrouper. Et puis, donc, c'est la même passion, c'est le même feu, mais beaucoup plus apprivoisé. OK. C'est bien dit. Puis si tu avais un moment charnière ou une décision clé qui a vraiment déterminé ton parcours, ce serait quoi? Je pense qu'il y en a pas. Il y a pas de moment clé. Je pense que ce que j'ai eu comme chance, c'est que ils ont ouvert un poste au Lac-Saint-Louis. C'est moi qui l'ai eu. J'ai Ouais. travaillé là 5 ans. Ils ont ouvert un nouveau poste à Soccer Québec.
c'est moi qui l'ai eu, je suis restée là 7 ans. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des postes où est-ce que personne n'avait travaillé encore, donc je me faisais un petit peu mon propre travail, ma propre carrière. Tu sais, c'est comme ça que j'avançais. Ouais. Puis ma troisième grosse étape, ça a été quand je passais à la Rive-Sud. Mais à la Rive-Sud, il y avait toujours eu des directeurs techniques, des directrices, non, pas directrices techniques, ça, il y en a pas eu. Non. Mais des directeurs techniques. Mais les 2 premiers postes, c'était des postes qui étaient créés et que j'ai eu la chance dans laquelle j'ai eu la chance de m'engager puis de faire mon travail. Tu sais, de créer un petit peu la situation. C'est pas toujours facile, hein, parce que tu dis: «Ouais, j'ai pas de repères, là», tu sais, donc Ouais. faut que j'avance avec ce que je crois qui est bon, puis en me servant un peu des collègues pour le questionnement et tout ça. Donc je pense pas qu'il y a un des moments tournants, je peux dire peut-être la chance que j'ai eue de commencer à être analyste, soccer à la télé. Donc un gros merci à Radio-Canada, un gros merci à RDS qui avait réussi à me faire confiance aussi, là, on parle la première fois en 2011. Et ça a été, peut-être que c'est ça, bon, le moment tournant qui a un peu changé un peu, ce que je faisais, là, par rapport au foot. Je veux dire, comme je l'ai dit, là, je suis vraiment, vraiment privilégiée, je suis vraiment chanceuse. Hmm. Et j'entends aussi à travers ça de sortir de ta zone de confort, de pas avoir peur de saisir les opportunités. Ouais, c'est ça. Je pense que ça, c'est le message. Peut-être que c'est pas donné à tout le monde, mais je vais te raconter une anecdote que quand j'étais petite, ma mère, euh, à 5 ans, m'avait ouvert la porte de la voiture pour arriver à l'école la première journée, puis elle me dit, OK, bye, bonne journée. Et puis, bon, j'avais mon grand frère d'un an plus vieux, qui était déjà dans la cour d'école, fait que c'était pas si pire, mais ma mère, elle était comme ça. Ma mère, c'était comme, ben, vas-y. Tu sais, j'ai eu la chance d'avoir des parents, comme j'ai dit, professeurs, qui, euh, qui, qui allaient pas trop me dire, ben non, tu peux pas faire ça parce que t'es une fille, ou tu peux pas faire ça parce que t'es une femme. Moi, j'ai pas eu ça du tout, du tout. J'ai eu cette liberté d'expression un petit peu, je pense que parce ils étaient professeurs, ils étaient enseignants. Et peut-être que c'est ça qui a forgé la confiance de s'essayer, de mettre le, tu sais, je veux dire, si l'eau est froide, tu vas mettre le pied dedans, mais à un moment donné, une fois qu'elle soit froide ou pas froide, si tu vas aller dans l'eau, il va falloir que tu sortes. Exact. Donc, une prédisposition d'un très jeune âge pour avancer, puis sans Ouais, regarder, sans y penser. voilà. Là, on parle Peut-être le beaucoup, fait d'avoir vécu en Afrique aussi jeune, tu sais, je veux dire, oui, les sortir voyages de pour la ta zone de jeunesse. confort complètement. Oui, oui. Mais quand t'es enfant, quand t'es kid, tu Ouais. sais, tu te lèves le matin pour aller jouer, que ce soit ici, dans ce pays-ci ou dans un autre. Les enfants, c'est extrêmement, ça s'adapte très, très, très facilement, plus facilement qu'on le pense. Ils ont beaucoup de résilience. Donc, moi, je l'ai vécu comme une enfant. J'ai pas connu d'autre chose. Le temps que j'étais en Afrique, je connaissais pas tu sais, j'étais pas ici. Donc, Ouais. moi, j'étais kid. Moi, je Ouais. sortais dehors, j'allais jouer, j'allais à l'école. C'était ça ma vie à ce moment-là. Est-ce qu'on pourrait dire que tu as gardé cet esprit d'enfant tout le long de ta carrière? Non, moi, j'irais pas jusqu'à dire ça. Je pense que j'ai eu un esprit qui a évolué. Par exemple, si je parle de mon leadership, au début, il était peut-être plus avec de la rigueur. Maintenant, je crois beaucoup plus au développement de l'individu, des personnes qui sont autour de moi, plutôt que l'imposition de mes idées. Euh, et ça, c'est une évolution, parce qu'au début, tu dis non, non, c'est moi qui le sais, là, je le sais, là, c'est comme ça. C'est comme ça que ça Ouais. marche, le soccer, c'est comme ça que ça marche chez ça. Et puis après ça, on s'aperçoit que c'est pas comme ça qu'on va faire évoluer, parce que le problème, c'est il y a, je sais pas moi, il y a 15 ans ou il y a 20 ans, on disait, ouais, des femmes, il y en a juste 3-4. Et Ouais. puis 10 ans plus tard, on se retrouve qu'il y en a encore juste 3-4 dans Oui. le monde du C'est foot. vrai. Donc, c'est pas correct. On fait quelque chose qui est pas correct. On Hmm. donne pas assez d'opportunités, puis on donne pas assez de chance aux gens qui sont autour de nous. Donc, moi, je crois beaucoup plus au développement de l'humain, de leur donner des opportunités, leur donner la chance de pense-y, comment tu penses que toi, tu voudrais le faire? J'ai une je dirais jeune directrice là, qui a travaillé avec moi au club les derniers 10 ans. Puis, tu sais, j'adore le fait qu'elle va arriver. Puis des fois, elle va encore me dire, tu sais, Valmy, qu'est-ce que tu penses? J'aimerais ça faire ça comme ça. Je dis, ben oui, vas-y, c'est parfait. Ou bien je vais dire, écoute,
peut-être tu devrais regarder cet aspect-là. Mais si on fait pas ça, Dani, on est mal pris, là. Dans 10 ans, on est encore avec le même nombre de femmes dans le... Ah oui. Ah oui, tout à fait. Tu m'as devancé un petit peu, là, mais je voulais te poser la question. Tu sais, dans le fond, on parle beaucoup de leadership en affaires. On en, on en parle un peu moins dans le sport, mais comment ça se manifeste d'après toi? Puis toi, comment tu l'incarnes? Quel style tu utilises pour avancer? Je pense que le leadership, c'est quelque chose qui est un peu inné. Je ne crois pas que tout le monde a ça en eux. Ils sont Hum, pas obligés de l'avoir non plus. Puis je crois pas qu'on a le même genre de leadership. Il y en a qui sont plus vocales. Il y en a d'autres qui sont plus intérieures, mais qui vont, surtout dans une équipe sportive, qui vont mener par l'exemple. Hein, oui, toujours mener par l'exemple, que ce soit à l'entraînement, que ce soit dans les matchs. Et je ne pense pas qu'il faut forcer les gens, à les mettre dans une situation de leadership si c'est pas en eux, mais ce qu'il faut leur faire comprendre, c'est que tout le monde a du leadership. À partir du moment où tu te lèves le matin pour prendre une décision, tu as pris une décision, c'est une forme de oui. leadership. Euh, Ce qu'on peut faire, c'est montrer aux gens qu'ils l'ont. Que tout le monde a cette façon de peut-être avancer en s'exprimant, en donnant son opinion. Mais on peut pas mettre tout le monde dans le même bateau, puis c'est comme n'importe quoi. Il y en a qui sont forts en maths, il y en a qui... Moi, je peux pas chanter. J'aimerais ça, mais si je chantais, faudrait qu'on me dise, on me dirait rapidement de me taire. D'ailleurs, mes enfants le font régulièrement. C'est maman chante pas. J'aimerais Donc, ça. ton leadership, tu le vois comme étant un peu inné. Puis tantôt, tu disais, c'était aussi de mobiliser les gens autour de toi pour leur donner la place d'exprimer leur leadership aussi. Oui, on va dans le mur si on le fait pas. Ouais. Tu sais, Donc, c'est un rôle de il y a, développement que tu te donnes aussi moi, dans ton... moi, je le regarde un peu le leadership, là. Je vais revenir tu sais, aux Roses de Montréal, puis les investisseurs, les gens qui ont parti. Bon, il n'y a pas juste des femmes, là. Il y a aussi des hommes qui sont impliqués là-dedans, puis c'est chapeau à tout le monde. Mais je me souviens d'avoir fait mes premiers, les Olympiques à Radio-Canada, pas les derniers, là, ceux d'avant. Oui. Puis, euh, Marie-Josée qui m'avait demandé, Valmy, t'as-tu un message? Puis tu sais, j'avais regardé la caméra, puis j'ai dit, les femmes là-bas, là, qui sont femmes d'affaires, qui sont chefs d'entreprise, qui sont CEO de corporations, venez vous impliquer dans notre sport féminin. On a besoin de vous autres. Puis là, Hmm. on le voit. On Oui. l'a vu avec la NWSL et Billie Jean King aux États-Unis. On le voit ici au Québec. On le voit avec Diana Matheson et d'autres. Et, et il était temps. Il était temps que nos femmes d'affaires, que nos spécialistes là, puissent redonner peut-être au sport féminin en s'impliquant. Puis moi, là-dessus, là, des fois, des fois, j'en ai, tu sais, le moton dans la gorge quand j'en parle, tu sais, parce que je suis tellement, je les remercie tellement de s'être impliquées, ces femmes-là, d'avoir redonné à notre sport féminin. Oui, donc, il y a un mouvement, puis il y a un engouement qui est Hum. vraiment très visible. Oui, tant mieux, il était temps. Oui. Mais comme Diana Matheson dit, c'est une question de timing. Elle dit que là, tout, Oui. tout, tout tombait bien en place, puis c'est un petit peu pour ça que c'est arrivé. Les choses se passent bien. Mais dis-moi, toi, comment est-ce que tu réussis à te maintenir à ton plus haut niveau? C'est quoi les stratégies que tu utilises ou, tu sais, pour avoir une certaine balance dans ta vie? Moi, j'ai une citation de Corneille que j'ai gardée, puis que même j'ai montré à beaucoup d'athlètes, c'est à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mm. Puis je pense que c'est un petit peu ça qui me guide parce que, tu sais, gagner 10-0, là, Mm. c'est pas la même chose que perdre 2-1 quand tu as tout donné là, pour essayer d'aller rattraper le deuxième but. Donc, il y a jamais rien d'important dans la vie qui n'a pas été accompli sans un petit peu si on n'était pas en La confort. Tu sais, des fois, il faut difficulté. sortir de sa zone de confort pour arriver à faire quelque chose. Puis je pense que moi, c'est quelque chose qui m'a guidée. Je pense que j'ai pas beaucoup de crainte.
Euh, Non. et si j'en ai, je pense qu'une de mes qualités, c'est de raisonner à travers, parce que souvent nos craintes, ce sont des choses qu'on se dit, ça pourrait arriver, puis dans 90% des cas, ça arrive pas. Mais en tant qu'être humain, des fois, sur les 365 jours de l'année, on se souvient des trois où, tu sais, j'ai perdu mon portefeuille, hein. Tu comprends? C'est comme, Ouais. on s'arrête souvent l'aspect négatif, alors que l'aspect négatif est beaucoup plus rare que l'aspect positif. Et c'est dommage Mhm. qu'il porte autant de poids dans nos vies. Et je pense que, ouais, je dirais qu'une de mes qualités, c'est de pas avoir peur, ou s'il y en a une, de se raisonner à travers. C'est quoi ma peur, vraiment? J'ai peur que Hmm. quelque chose arrive qui pourrait ne pas arriver. C'est ridicule. Hmm. Ça fait un bon lien avec ma prochaine question. En fait, on s'était croisés lors du Sommet des sports de Montréal il y a quelques années. Je sais que tu es de plusieurs tribunes. Je suis aussi une grande passionnée. Dans les dernières années, moi, je fais de la préparation mentale avec des jeunes athlètes. Toi qui œuvres dans ce milieu-là, comment est-ce que tu penses que le mental influence la pratique ou la performance? Ben, c'est un des plus gros, je pense, influenceurs. On en fait pas assez. On a une approche maintenant, en tout cas, on essaie là, au Québec puis au Canada de parler de l'approche holistique. Donc, Oui. on va regarder le travail, bon, physique, OK? On va regarder le travail technique, technico-tactique, mais on va s'intéresser un petit peu plus à qu'est-ce qui se passe à la maison? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi l'état de l'enfant? C'est quoi l'état du jeune? Puis ça, c'est certain qu'on n'en fait pas assez, puis c'est certain que ça influence la performance. Et ça influence pas juste la performance des athlètes. Je veux dire, si quelqu'un est au bureau puis il a une mauvaise journée puis son patron l'engueule, il y a des bonnes chances quand il arrive à la maison que il Oui. soit moins de bonne humeur puis que quelqu'un d'autre qui se fasse engueuler. Tu sais, je vais Oui. juste donner ça comme exemple, là, c'est pas tout à fait joyeux, mais c'est notre réalité humaine, c'est comme ça qu'on est. Donc, le facteur performance, il passe indéniablement par le facteur de la performance mentale aussi. Maintenant, à quel moment on commence ça chez nos jeunes? Mais moi, je parle, c'est comme un peu comme la prise de décision. Moi, l'enfant de 5 ans il est capable de prendre une décision. J'ai dit, Mhm. prends ton ballon, va au compte jaune, puis après, va au compte bleu. Puis il va falloir qu'il chemine, il va falloir qu'il se décide comment est-ce qu'il va y aller. Ou va à 3 comptes de 3 couleurs différentes. À 5 ans, il faut qu'il prenne cette décision-là. Donc, c'est pareil. À quel âge on commence? Ben, il faut regarder c'est quoi le développement de l'enfant, c'est quoi le développement de l'adolescent, c'est quoi le développement du jeune adulte, pour savoir comment on peut aller les chercher au niveau de la performance mentale. Moi, je me souviens, une journée, j'en avais un jeune au centre de développement du club, il avait 12 ans, puis il arrive là, puis tu sais, le ballon, il bondit sur le fond, puis il n'y a rien qui fonctionne, puis je suis allée le voir, puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, le jeune, j'ai coulé mon examen de français, puis mon Hmm. père va me tuer. Oh. Donc, littéralement dans des mots d'enfant, là, mais, mais c'était ça son état d'esprit, lui. Hmm. Donc, dans l'approche holistique, des fois, il faut leur demander comment ça va à l'école, comment ça va dans tes relations, surtout les adolescents. Les adolescents passent à travers toutes sortes de trucs, là. D'ailleurs, on l'a vu avec notre génération qui a été masquée pendant la COVID. Ils ont plus de Oui. difficultés, hein, à passer à travers certains trucs, mais en tout cas, moi, je l'ai remarqué. Et puis, ce jeune garçon-là, qui avait 12 ans, moi, ce que je lui ai dit, ben, j'écoute. J'ai dit, tu pourras pas ne pas te faire face à la conséquence. Tu l'as coulé son examen de français. Peut-être qu'on peut trouver les mots ensemble pour en parler à ton père. Mais là, pendant que tu es au soccer, il faut que ça soit ton île. Il faut que ça soit où est-ce que tu es bien. Il faut que ça soit où est-ce que tu peux t'amuser. Parce que ici, c'est pas la place de l'examen de français. Ça peut être aussi simple que ça. Après ça, quand on parle des grands, des athlètes, des Olympiens. Moi, j'ai la plus grande admiration pour les Olympiens. Moi, les Olympiens, là, c'est comme Oui. les dieux de l'Olympe, justement. Oui. Quand tu penses que 4 ans, tu t'entraînes pendant 4 ans, puis le matin de ta compétition, tu as un sprint à faire, qualification, tu as le rhume, puis ou tu as la Oui. grippe, ou tu as pogné un virus, puis c'est 4 ans dans le... Piou, ça part. Euh, ça, s'il n'y a pas de préparation mentale là, on ne survit pas. Tu sais, la grande résilience qu'ils ont. Oui. Et donc, tout ça pour dire, est-ce que ça prend ça a une place certaine? Et puis moi, maintenant, j'aimerais ça savoir, est-ce qu'on commence au secondaire? Tu sais, on le fait pas assez, on l'a pas assez, même dans nos sports-études. On va l'avoir au CF Montréal dans leur académie. On va l'avoir au sport-études. On va l'avoir dans certains clubs de soccer de l'île de Montréal parce qu'on a comme une obligation de l'avoir si on est un club Oui. national. Mhm. Mais
est-ce qu'on fait assez? Est-ce qu'on va chercher assez? Est-ce qu'on a les bonnes ressources pour les aider? Pas encore. Puis moi, Mmh. je pense que oui, c'est très important. Mmh. Bon, j'ai tricoté beaucoup, là, mais la réponse est là. Ben oui, c'est bon. Tu quelqu'un qui a fait du sport toute ta vie. J'aimerais Oui, ça que tu me dises quelle leçon ou des parallèles fais-tu entre le sport et le leadership? ouais. Bon, moi, j'ai fait du sport toute ma vie, puis j'ai excellé dans tous les sports. Je veux dire, j'étais bonne. Même autant que les filles, que c'était leur sport, c'était ça, moi, j'étais bon. Mais le soccer, c'était comme ma grande passion. Et puis, je pense que le sport m'a appris un peu beaucoup, ben, ça m'a appris beaucoup de leçons de la vie, hein, comment Oui, gagner, comment perdre, comment agir avec des coéquipiers, comment pas se laisser avoir par des adversaires, comment pas se laisser emporter au niveau des émotions. Et tout ça, je pense que ça forme le leadership, mais je vais revenir au point que moi, le leadership, c'était un petit peu naturel ou inné, parce que je l'avais déjà dans le milieu du sport. Mais tu sais, je l'avais dans le milieu, tu sais, je veux dire, je pense que depuis que j'étais au primaire, j'étais sur des conseils étudiants, tu sais, ah oui, ouais, c'est ça, c'est quelque chose que t'as, là, tu sais, puis que ça te gêne pas de faire partie justement des groupes décisionnels, je peux appeler ça, même si au primaire, tu es juste dans un petit conseil étudiant qui va décider comment est-ce qu'on va décorer le gymnase à fête de Pâques, mais oui. c'est ça, ça a toujours, et j'ai toujours... tu me surprends un peu avec ces questions-là, parce qu'on dirait que je sais pas comment y répondre, parce qu'on dirait que ça a toujours été là. C'est naturel, C'est naturel, ouais. oui. Mais le sport, quand même, tu mentionnais là, que ça t'a appris à faire face à la compétition, aux émotions, etc. Donc, il y a quand même des choses que t'as appris puis que tu utilises probablement sans t'en rendre compte. Oui, ben perdre surtout, hein. Tu sais, apprendre à perdre, c'est important. Oui, Parce que personne le mat... Tu sais, on est des êtres humains, là, donc on est de nature. L'humain est quelqu'un qui va survivre et puis qui va conquérir, malheureusement, là, dans certains aspects. Mais personne se lève le matin pour dire, hey, aujourd'hui il fait beau, ciel bleu, les oiseaux chantent, je vais aller perdre. non, On n'est pas fait comme ça. non, Puis des fois, ça fait partie de l'enseignement que je donne aux parents parce que je leur dis, vous n'avez pas besoin de leur dire go, 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 puis vas-y, vas-y, vas-y. Puis que si je suis pas là, puis je l'encourage pas, il va pas bien performer, ben oui, moi, je pense pas. Moi, je pense que souvent, je leur dis, regarde, on est dans une réunion de parents, là, puis si on avait un endroit sécuritaire à côté, là, un gymnase avec un surveillant, puis qu'on mettait un ballon, puis qu'on les laissait jouer, ils joueraient, là. Ils joueraient, oui, puis il y a une équipe qui essaierait de battre l'autre, c'est comme ça. oui, C'est dans notre instinct à nous oui. de, de faire ça. Et dis-moi, Après, on... ouais, t'as pas mentionné la compétitivité, mais je le ressens quand même dans tes propos un peu. Oui, moi, j'ai toujours été compétitive. Oui. Ouais. Un tout petit peu. Ouais, un tout petit peu. Moi, j'avais un entraîneur qui avait déjà dit que dans le dictionnaire, en dessous du mot compétition, il y avait une petite photo de Valmy, c'est ça qu'il disait. Il m'avait dit ça, c'était ça. Par contre, ah oui, il y a quelque chose que je veux dire à propos du leadership, je pense qu'il est Ouais. important, que j'ai réalisé plus tard. Donc, on fait partie d'un groupe de leadership, puis tu sais, on arrive dans une situation, puis on voudrait que tout, puis on va à 100 km/h. Toi, tu vas à 100 km/h, tu connais ton sport, tu sais ce qu'il faut en matière de développement. Puis là, tu voudrais que tout le monde te suive à 100 km/h. Oui. Mais les gens autour de toi, ça, encore une fois, c'est comprendre son environnement. Ils voyagent pas à 100 km. Il y en a qui sont à 60, puis il y en a qui sont à 80. Une grande qualité de leadership, c'est de comprendre ça. Mhm. Puis de savoir qu'il faut que je donne le temps à la personne qui est à 60 km/h de pas avoir peur d'accélérer, puis à l'autre aussi. Peut-être c'est à moi de ralentir. C'est à moi de trouver une vitesse de croisière peut-être pendant les prochains 6 mois, peut-être pendant la prochaine année, peut-être pour que tout mon groupe puisse suivre. Mhm. Parce que si je pars tout seul à 100 km/h, puis j'arrive à Québec, puis les autres sont encore à Trois-Rivières, mon leadership n'a pas servi à grand-chose. Mhm. Donc, s'ajuster, s'adapter, être à l'écoute, et puis ne pas avoir peur de ralentir. Ouais. Disons, t'as fait référence un petit peu à ça tantôt, mais je voulais te demander, quand on pense à la relève, comment est-ce que tu penses qu'on peut mieux préparer les jeunes qui veulent faire une carrière en soccer ou
toute autre personne qui veut exceller dans un métier qui est exigeant, comme ta carrière un peu? Ben, ça prend des opportunités. Si je garde ça dans le milieu du foot, là, puis plus spécifiquement au foot féminin, ça prend des opportunités. Ça prend des gens qui ont pas peur d'engager des femmes puis de leur donner la chance. Parce que moi, si je suis une femme, puis là, je commence à coacher, puis j'ai pas de succès la première année, il y a des Mmh. chances qu'on me dise, ah, je suis pas capable de coacher. Alors peut-être que j'ai pas les effectifs, peut-être que je fais le mieux avec le talent que j'ai, mais j'ai l'impression que un homme va avoir plus de chance avec cette petite équipe-là. Donc, l'opportunité, c'est numéro un. Ça, il faut qu'il y ait des opportunités. La deuxième chose, c'est donner le temps aux gens d'apprendre leur Mmh. métier. Si j'ai pas le temps d'apprendre mon métier, je pourrais jamais m'améliorer à l'intérieur de ce métier-là. Et un des bels exemples qu'on a, c'est la FIFA. Donc là, Mmh. quand la FIFA a décidé, bon, il y a des Coupes du monde pour les femmes, tous les arbitres vont être féminins. Mmh. Ils ont créé une opportunité de métier, de carrière pour les arbitres femmes. Maintenant, au début, est-ce que l'arbitrage était à 100%? Peut-être pas, peut-être oui, peut-être que non. Il y en a oui, il y en a non. Mais tout le monde avait besoin de cette exposition-là internationale, cette vitesse de jeu-là internationale pour devenir meilleur. Et maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ben, le pourcentage de femmes arbitres au Québec et je pense au Canada a augmenté depuis. Moi, j'avais fait des études pour Soccer Québec en 2009. Et les femmes entraîneurs, les femmes arbitres, ça tournait autour de 20-21%. Ah, quand même. Mais, ouais, mais maintenant, les femmes arbitres, ça tourne autour de 28-29. Puis là, les arbitres vont peut-être être fâchés contre moi si j'ai pas les bons derniers chiffres là, chez les femmes. Mais chez les entraîneurs, femmes, c'est encore 20-21%. Ah oui. Ça, c'est un peu navrant, là. Oui. Puis je dis pas donner l'opportunité. Comme moi, je veux pas qu'on m'appelle un entraîneur femme. Je suis pas un entraîneur Non, t'es féminin, un je suis un entraîneur. entraîneur. Oui. Tu sais, comme je dis pas, ah, regarde la belle, ça c'est une femme docteur, Oui. ça c'est une femme avocate. Ben oui. Mais on fait pas ça. Ça c'est un Oui. avocat, ça c'est un docteur, que ce soit un homme, que ce soit une femme, une docteure. Je sais pas. Puis moi j'aime ça me faire appeler entraîneur et non entraîneuse, Oui. euh, mais je suis d'abord un individu qui est entraîneur. Mhm. Et pour aller là, ça prend il faut comprendre, puis on n'est pas peut-être pas dur, il faut comprendre que le féminisme, c'est l'humanisme en réalité. Oui. Parce qu'on fait on fait affaire avec un être humain. Mhm. Et donc, je pense pas qu'on est tout à fait là encore, mais voilà, moi Donc, c'est donner des opportunités. Puis, je dirais, pour les jeunes, c'est de les prendre, les opportunités, de les saisir, puis de se ouais. lancer. Écoute, Mais j'arrive. il faut qu'il soit Oui. dans une zone pour commencer, il faut que tu sois dans une zone de confort. Une fois que tu as été dans la zone de confort, là, c'est le temps peut-être d'essayer de De te sortir un sortir de petit cette peu. zone. Ouais. J'arrive déjà à ma dernière question. J'aime laisser les gens avec une réflexion. Alors, pour toi, quel serait un défi ou une question que tu aimerais poser à notre audience pour qu'ils réfléchissent à leur propre parcours, à leur vision du leadership? Euh, je pense que la question à se poser, c'est est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Puis moi, ma mère, encore, je vais revenir sur ma mère, elle m'avait dit, les femmes, on est fait pour tout. Mais dans ce tout-là, c'est à nous de prendre qu'est-ce qui nous revient. Moi, je serai pas Mhm. pompière. Je fais 5 pieds 1. Je vais pas descendre quelqu'un sur l'échelle d'un feu. Mais j'en connais des femmes athlètes qui sont bâties, qui font 6 pieds, puis qui seraient capables d'être pompières. Donc, il est où? Qu'est-ce qui nous revient? Une fois qu'on a trouvé c'est quoi nos forces, c'est quoi nous revient, mais à ce moment-là, il faut y aller, il faut pas avoir peur. Puis un autre problème qu'on a, nous, je vais parler des femmes encore, là, c'est qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que les autres vont dire. Mais ça, je pense que ça tue le leadership à l'intérieur de nous. Parce qu'on est tellement axé sur comment est-ce qu'on va être vu par les autres. Oui. Et puis ça, c'est un problème sociétaire, là, je pense. Beaucoup. Oui. Surtout chez les femmes, parce qu'il y a, tu sais, je veux dire, l'anglicisme, le mot, le look, là, Oui. qui est super important, puis qu'on doit tous avoir ce look-là. Je dis pas que c'est pas vrai du côté des gars aussi, hein, parce que la vie de la société, elle est comme ça, là. Le gars devrait avoir ce look-là, puis la femme. Heureusement qu'on sort beaucoup de ça maintenant. Oui. On a- Donc, est-ce que je peux? Et puis, j'ai entendu à travers ça aussi, c'est de se connaître et de prendre des décisions.
Et on se connaît pas au début, hein? Quand on est D'apprendre à se jeune, connaître, apprendre à on se se connaît connaître. pas. Ouais, Il faut essayer. ouais, Il faut prendre des choses à l'essai. Et puis c'est là qu'on va reconnaître nos forces. Moi, bon, moi oui, je suis très, très, très sportive, mais j'écris de la poésie. J'aime ça écrire. J'ai toujours écrit. J'ai beaucoup de facilité, que ce soit en anglais, que ce soit en français. Puis quand mes enfants étaient jeunes, moi, j'avais comme un coin. J'avais travaillé dans une garderie, donc j'avais ça aussi comme affinité, là. Puis j'avais un coin costume, puis j'avais un coin bricolage. Puis moi, mes enfants, ils avaient toujours eu des ciseaux, puis de la colle, puis du papier, puis il y avait le sport, puis il y avait tu sais, différentes affaires. Puis essayez-vous, allez-y, regardez où est-ce que j'ai une fille qui est la plus vieille qui est designer. Les plus beaux cadeaux qu'elle a eu, c'est un fusil à colle. ah oui, Elle en a fait beaucoup de choses dans la boîte de recyclage, puis faisait des meubles pour les poupées, puis tout ça. Donc, on se connaît pas beaucoup au début, faut essayer. ouais, Faut essayer dans différentes choses. Puis moi, je dis souvent à mes athlètes, tu sais, as 3 portes devant toi, là. Ben, ouvre-en une. Ah, là, il y a pas de lumière. Mais là, il va falloir que tu ailles à tâtons, puis que tu essaies de trouver la lumière, l'interrupteur, puis tu allumes la lumière, puis là, tu regardes dans la pièce, puis c'est pas là ce que tu veux. Ben, c'est correct, ferme la lumière, ferme la porte, puis mmh. regarde dans la porte à côté. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Valmy. Ah, ça m'a fait très plaisir. C'est vraiment fantastique. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions et je te souhaite bon succès là, avec l'analyse des matchs des femmes là, qui vont être excitants là, avec ce début de nouvelle ligue Oui. et avec le reste de ta carrière. Merci beaucoup. Ben, je te remercie infiniment, Dani. Merci de m'avoir reçu. C'était un grand plaisir. Dans cette conversation inspirante, Valmy nous raconte comment sa passion pour le soccer s'est transformée en carrière, ou plutôt comment cette carrière l'a un peu choisie. Elle nous partage comment elle a su saisir les opportunités qui se sont présentées tout au long de son parcours. Un moment déterminant, devenir analyste télé pour RDS. Le secret de son succès, sans contredire son potentiel de pédagogue, mais aussi sa grande compréhension de l'humain, sa volonté constante d'évoluer et sa rigueur de travail. Dans un univers encore majoritairement masculin, elle a su décoder les règles, jouer le jeu et gagner sa légitimité par la compétence. Ce qui la distingue, une confiance inébranlable en elle-même et une grande capacité d'adaptation et de compréhension de son environnement. Pour rester à son meilleur, elle sait se remettre en question, sortir de sa zone de confort et aller au-delà de ses peurs. Sportive assumée, elle baigne dans le sport depuis ses débuts dans les rues de Côte d'Ivoire. Le sport lui a appris la compétition et aussi à savoir perdre. Elle se reconnaît un leadership inné, capable de s'adapter, d'écouter, de ralentir pour que tout le monde puisse suivre. Un leadership mobilisateur qui donne aux autres la chance d'exprimer leur propre leadership. Comment mieux préparer le futur? Donner des opportunités. Ne pas hésiter à engager les femmes et à leur laisser le temps d'apprendre leur métier. Par sa carrière, sa voix et sa passion, Valmy inspire et transforme le soccer. Mais aussi, elle ouvre la voie à la prochaine génération de femmes en sport. Enfin, elle nous invite à nous poser une question essentielle. Est-ce que je peux? Une fois qu'on identifie nos forces, il faut y aller et ne pas avoir peur. Merci d'avoir écouté cet épisode de Talent au sommet. Si cet échange vous a inspiré, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour écouter nos prochains épisodes. L'objectif est de vous offrir des échanges riches qui vous invitent à voir votre parcours et votre leadership sous un nouvel angle, tout en découvrant les secrets et l'inspiration contagieuse du dépassement de soi. Merci.